Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver pour ce point sur les marchés. Alors, j'ai regardé la performance du CAC depuis un mois, la dernière émission, 5,6% de hausse. Tout va bien ? Effectivement, les bonnes nouvelles continuent et pourtant, lorsqu'on écoute ou on regarde les chaînes d'information en France, c'est pas l'impression qu'on a. Donc il y a toujours ce décalage entre le flux d'informations qu'on a, et en particulier en France, et les performances du CAC 40. On peut revenir à ce qui s'est passé en novembre. Vous vous rappelez ce tweet du patron de Pfizer lorsqu'il a annoncé qu'il avait découvert un vaccin qui était efficace et que les résultats étaient très bons à 95%. En fait, je vous propose de regarder du côté vers l'est, du côté de Jérusalem. On a des résultats maintenant sur un pays qui a vacciné une grande partie de la population, la moitié des plus de 60 pratiquement. ans. Et surtout les plus de 60 ans. Je vous ai ramené un graphe justement pour bien comprendre l'impact de la vaccination. Alors on va regarder ce graphe tout de suite ensemble. Regardez. Qu'est-ce qu'il montre ? C'est le nombre de nouvelles hospitalisations par rapport à deux catégories. La tranche d'âge des 0-60 ans et des plus de 60 ans. Alors pourquoi on a regardé plus de 60 ans, c'est les bleus. Hein. Voilà, c'est la courbe en cloche, la courbe bleue, parce que cette population a été vaccinée avant l'autre population. Et donc, regardez, à partir de mi-janvier, on voit que les nouvelles hospitalisations ont drastiquement baissé. Elles ont baissé de 40% sur en quelques semaines. Sur cette population qui a reçu un vaccin. Et là encore, on n'a pas tout le recul puisque c'est assez rapide. On sait très bien que le vaccin est efficace après 15 jours après la deuxième dose. Donc là, avant même ce délai-là, on voit que l'impact il est majeur. Pourquoi c'est important les hospitalisations ? Parce que sur le plan économique, et donc pour les marchés, ce qui est important, c'est les règles de restriction de circulation. C'est ça qui va faire que les gens consomment, les gens participent à l'économie. Qu'est-ce qui restreint la circulation ? Qu'est-ce qui fait qu'on est confiné ou pas ? Finalement, c'est le degré de congestion des hôpitaux. Donc, si la population la plus fragile, la population des plus de 60 ans, plus de 65 ans, est vaccinée presque dans sa globalité, ça va énormément décongestionner les hôpitaux, notamment la réanimation. Et donc, ça va réduire la pression, ça va réduire notre regard sur l'épidémie. Et la dangerosité, finalement, et la perception morbide liée à ce virus. Et donc, ce que prouve ce graphique et ce que montre Israël à grandeur réelle, c'est que ça marche, la vaccination, et que l'économie pourra repartir, peut-être pas exactement comme avant, mais dans de meilleures conditions qu'actuellement. Oui, tout à fait. Donc il faut se faire vacciner vite, en fait. C'est ça le message. Et plus les pays se feront vacciner rapidement, plus ils retrouveront une vie économique normale. En tout cas, on va s'en rapprocher rapidement. Et c'est ça qui explique que la bourse achète cet optimisme et continue à progresser. Alors, complètement. On vient sur le changement climatique, qui est aussi le thème de cette séquence. Mode ou lame de fond, je sens une provocation parce qu'on n'est plus à se poser la question de la mode. Non, évidemment, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est maintenant assez lourde, qu'il y a une vraie lame de fond, une prise de conscience politique. Tout un chacun, je pense, a changé son regard sur l'environnement. Et ça date de plusieurs années. Il y a une accélération avec la crise du Covid. On peut bien percevoir dans la société qu'on est plus sensible encore depuis la crise du coronavirus à toutes ces questions environnementales. Mais est-ce que ça se traduit dans la finance, en bourse ? Est-ce que finalement il y a un vrai tri entre les valeurs pro-climatiques et les valeurs qui sont encore un peu de l'ancien monde ? Oui, alors ça se joue vraiment à deux niveaux. D'abord, ça se joue au niveau société, prise de conscience qu'on a besoin de faire des investissements responsables. Et à partir du moment où on rentre dans cette logique, il vaut mieux adopter la stratégie de tout le monde. Parce que sinon, si vous êtes trop isolé, les valeurs que vous pensez être bonnes vont être délaissées par les autres et donc leur valorisation vont diminuer. Même si vous avez raison sur la qualité du titre. Et alors comment est-ce qu'on fait pour investir dans ces bonnes valeurs ? Et donc,
déjà, investir dans les valeurs qui ont ce prisme sur l'environnement, l'écologie, l'ISR, l'ESG, donc il y a plein de critères, mais essayer de rentrer dans la logique que l'ensemble des investisseurs est en train d'adopter. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à côté du marché, aller à contre-courant du marché sur cette question-là. Et comment on fait alors pour aller dans le flow ? Alors, comment on fait pour aller dans le flow ? Nous, la grille de lecture qu'on donne sur ces questions-là, en particulier sur l'environnement, je ne parle pas de la partie socialement responsable, qui est encore un autre sujet, une autre thématique. On parle du climat surtout. Le climat, il y a deux types de fonds. Il y a des fonds qui jouent vraiment la transition énergétique, qui est un enjeu majeur sur les prochaines années. Et puis il y a des enjeux, il y a des fonds qui ont une approche plus globale de l'environnement. Donc déjà, c'est deux types de fonds. Et vous avez une préférence ? Moi, personnellement, j'aime bien la vision globale parce que je me dis que c'est plus diversifié et donc moins risqué. Moins risqué. On constate que c'est moins volatile sur la durée. Les performances sont peut-être légèrement moins bonnes cette dernière année, mais sur la durée, je pense que le rapport coût-rendement-risque, il va être meilleur pour l'approche globale. Et alors, comment est-ce qu'on se fait une opinion finalement ? Comment est-ce qu'on choisit entre tous ces fonds qui seraient labellisés climat ou approche globale, comme vous dites ? Déjà, regardez un petit peu s'il n'y a pas un écart entre le discours et la réalité. Regardez dans les reportings, ils sont obligés de mettre les 10 premières positions du fonds. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que c'est une approche uniquement marketing ? Aller sur, on a parlé déjà de l'intelligence artificielle, on a parlé du big data, on a parlé de la disruption, maintenant de la transition énergétique. Est-ce que finalement, c'est juste pour justifier qu'on va acheter des GAFAM, Facebook, Amazon, Google, etc. Ou est-ce qu'il y a une réalité économique derrière ? Donc il faut ouvrir un peu le capot des fonds. Ouvrez quand même le capot. Vous nous avez apporté un autre graphique qui présente les performances, donc on va le commenter rapidement. Oui, donc sur le global environnement, pour donner des exemples de fonds, pour vous montrer que ça marche. Donc le SRI, je vous rappelle que c'est un indicateur de risque synthétique, donc il y a 6 sur 7, 7 étant le plus risqué, 1 le moins risqué. Donc c'est des fonds qui sont quand même risqués, c'est des fonds actions. Vous avez des performances qui sont excellentes sur les 2 dernières années. 2020 et 2019 ont été des bonnes années. 2018 a été une mauvaise année. Et donc c'est divisé donc, dans les catégories que vous avez expliquées, soit une approche plus globale, soit une approche plus focalisée sur la transition énergétique et voilà, sur les énergies vertes, le photovoltaïque, l'éolien, etc. Et juste, peut-être pour finir quand même, dire pourquoi aujourd'hui on en parle, c'est qu'il y a quand même une convergence entre l'intérêt de la société à bouger sur cette question-là et l'intérêt économique pour les investisseurs. Pourquoi aujourd'hui il y a un intérêt économique plus fort encore qu'il y a quelques années ? C'est parce qu'on a beaucoup avancé sur les technologies, sur la transition énergétique, qui fait que maintenant produire de l'éolien, produire du photovoltaïque, ça coûte moins cher que produire de l'énergie liée au charbon. Donc c'est très rentable, c'est plus rentable que le charbon et ça ne pollue pas, donc double effet qui se coule. D'où l'intérêt d'aller sur ces solutions-là. Très rapidement, on a des questions qui nous sont parvenues, je le disais en introduction. Faut-il se délester des valeurs américaines qui sont fortement valorisées, nous demande Michel. Alors c'est une vraie question. On constate en ce moment qu'il y a quand même un turnover et que les actions qui sont liées au cycle économique, notamment les banques avec l'inflation qui remonte, les taux d'intérêt qui remontent, ont tendance à remonter plus que les actions de croissance, la nouvelle techno souvent. Aujourd'hui, je serais plus prudent sur la nouvelle techno, mais à court terme. Sur le long terme, je pense que les nouvelles technos sont intéressantes. Donc ça dépend de l'horizon de placement. À court terme, je peux être plus prudent. Que pensez-vous des investissements sur les sociétés du secteur de l'hydrogène destinées à la mobilité, comme McPhy, demande Jean ? Alors, je pense pour le coup que c'est un peu tôt. En fait, en termes d'investissement, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Et sur l'hydrogène, je ne suis pas un expert, mais il est possible que ce soit un peu tôt pour l'investisseur. Et puis avec des ratios ou des valorisations qui semblent stratosphériques. C'est ça. Par rapport à la réalité du business actuel. Quel est votre avis sur le Bitcoin, votre avis sur les crypto-monnaies ? Que pensez-vous de la finance décentralisée ? On a beaucoup de questions, Thomas, Robin, Guillaume, qui s'interrogent. Finalement, c'est difficile de passer à côté, tous les articles. Enfin, 1 sur 2 parle du Bitcoin en ce moment. Vous avez un avis ? Alors, j'ai un avis effectivement sur le Bitcoin.
Je le dis depuis très longtemps, je pense que le Bitcoin est un actif, mais ce n'est pas une monnaie. Et je ne pense pas que ce sera un jour une monnaie d'échange, vraiment pour acheter. Mais même si c'est un actif, même si c'est l'or électronique, est-ce qu'il faut en avoir un petit peu, pas du tout ? Moi personnellement j'en ai pas, j'en prendrai pas. Maintenant effectivement ça ne fait que monter, donc à chaque fois que vous êtes joueur, si vous êtes joueur, si vous aimez spéculer, ça a du sens. Il y a de plus en plus de gens qui vont continuer à aller sur le Bitcoin. Mais vous vous rappelez ce que disait Rockefeller, si mon chauffeur commence à me parler d'un actif, je le vends cet actif. On parle beaucoup trop du Bitcoin pour aller dessus aujourd'hui. Bon voilà, vous avez la réponse, ça dépend si vous êtes à la place du conducteur ou derrière. Merci Jonathan, on se retrouve dans un mois. On enchaîne tout de suite avec Vincent Kutkowitz.